Donc c'est une journée bien chargée qui s'annonce. Donc on vous propose d'organiser l'atelier ce matin en faisant toutes les présentations. Donc on a 4 présentations qui seront faites, les 4 dans la foulée. Et ensuite on fera un temps d'échange à la fin, hein, puisqu'on est sur des thèmes qui sont proches. Voilà, donc pour les questions et puis les discussions. Donc on va commencer tout de suite avec Patrick Fournier. Donc Patrick, pour une vingtaine de minutes. Voilà, bonjour, donc moi je suis historien. Je préside un réseau qui s'appelle le réseau universitaire de chercheurs en histoire environnementale, donc qui regroupe un certain nombre d'historiens qui travaillent sur les questions d'histoire environnementale. Et j'avais participé aussi à un réseau thématique pluridisciplinaire qui porte sur l'histoire de l'environnement et qui associe disciplines des sciences humaines, histoire notamment, géographie, et puis des écologues, des environnementalistes. Alors moi je travaille plus précisément sur la question de l'histoire de l'eau et je voudrais faire un petit peu mener une réflexion sur cette hydrohistoire dans la longue durée. Hein. Alors je suis plutôt spécialiste de la période moderne, c'est-à-dire du XVIe au XIXe siècle, pour faire large. Et donc je voudrais m'interroger sur l'apport que l'histoire, que la vision historique peut donner aux questions de gestion des territoires. Alors cette expression d'hydrohistoire que j'utilise ici, elle a été forgée par Vincent Lemire dans le cadre d'une thèse sur Jérusalem, qui est une thèse récente, qui a été publiée en 2010 et qui recouvre des réalités complexes, car son ambition n'est pas seulement de faire une histoire de l'eau, mais de comprendre les enjeux de la gestion de cette ressource dotée d'un pouvoir symbolique très important. Et cette approche s'inscrit dans une tradition qui peut se fonder à la fois sur des travaux archéologiques depuis la période de l'Antiquité, sur également une histoire des usages de l'eau à la recherche des temporalités et des progrès réalisés sur la longue durée, et également sur une sociologie certes contestée aujourd'hui mais toujours stimulante des formes de pouvoir nées de la gestion de l'eau. On connaît les travaux notamment de Karl Witzvogel sur ces questions. Donc c'est un travail qui n'oublie ni les aspects environnementaux comme la prise en compte de la pluviométrie, de l'abondance ou la rareté de la ressource, ni la sociologie des conflits, et j'y reviendrai, qui naît de la difficulté de cette gestion de l'eau. Alors il s'agit de réfléchir à partir de là sur les différentes temporalités, sur les rythmes qui ont dans la longue durée déterminé cette gestion de l'eau, et de voir comment des périodes de conflits, de négociations ont pu être menées dans ce domaine. Alors, un premier type d'analyse sur la question de la gestion de l'eau étudie les échelles et les acteurs de cette gestion, et à travers une documentation écrite ou archéologique, monumentale également, un des objectifs premiers des historiens sur ces questions a été la reconstitution des paysages de l'eau, à la fois en milieu rural et en milieu urbain, avec notamment des travaux qui portent sur l'étude des rivières, de l'équipement des rivières, l'étude des moulins, de leurs spécificités techniques, l'étude aussi des canaux, des aménagements, et également l'étude des zones humides, qui a pris une certaine importance ces dernières années, avec notamment un groupe d'histoire des zones humides qui s'est constitué. Et puis on a également un certain nombre de travaux qui portent sur la gestion de l'eau dans le cadre urbain, et sur les réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement dans la longue durée. Alors cette histoire a d'abord été une histoire essentiellement centrée sur les techniques hydrauliques. Le travail pionnier, bien avant l'étude de Vincent Lemire sur Jérusalem, c'est le travail d'André Guilherme sur les temps de l'eau, qui était un travail sur les techniques hydrauliques dans la longue durée depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. C'est une histoire malgré tout qui ne peut pas rester confinée seulement à l'histoire des techniciens
et des figures emblématiques de cette maîtrise technique de l'eau. On pourrait citer Adam de Craponne, par exemple, au XVIe siècle, Pierre-Paul Riquet pour le canal du Midi, et puis les grands ingénieurs du XIXe siècle, comme Prony ou Darcy. Donc il y a évidemment un certain nombre de grandes figures qui incarnent cette maîtrise technique de l'eau. Mais l'objectif de cette histoire hydraulique a été aussi de replacer ces grandes figures dans un contexte spécifique qui essaie d'expliquer le rôle qu'ils ont joué et les rapports noués avec les différentes sociétés. Ainsi, les grands travaux hydrauliques répondent-ils toujours à une demande qui ne dépend certes pas exclusivement d'impulsions politiques supérieures, mais qui fait jouer des rapports de force favorables à l'innovation technologique. Il y a notamment un certain nombre de travaux sur les zones humides, je vais citer, je mentionnais tout à l'heure, qui ont été menés récemment, zones humides de l'ouest de la France, zones humides provençales, les travaux d'Emeline Roucotte, par exemple, sur la Provence, les travaux de Raphaël Morera aussi sur les assèchements de marais, qui essaient de montrer l'articulation entre le rôle des pouvoirs extérieurs et le rôle des sociétés locales. Alors, ces différents travaux ont débouché sur des réflexions sur l'expertise et la délibération technique. Il y a notamment des recherches en cours de Frédéric Graber sur ces questions-là, qui analysent les débats qui ont pu être menés à Paris, notamment pour la mise en œuvre des adductions d'eau, des grands travaux d'adduction d'eau à Paris à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, et qui montrent comment se sont articuler les réflexions des ingénieurs, des techniciens avec les pouvoirs politiques locaux et comment la réflexion des ingénieurs s'est progressivement imposée face aux demandes des pouvoirs politiques. Le discours technique a fait ainsi l'objet de nombreuses études, depuis les traités d'arpentage ou d'alluvion du Moyen-Âge jusqu'aux analyses des ingénieurs des époques modernes et contemporaines. Étude qui essaie de montrer comment on passe d'un discours d'abord juridique sur la gestion de l'eau, qui est d'abord une expertise juridique sur les droits qui peuvent s'exprimer sur la maîtrise de l'eau, à un discours de plus en plus technique à la fin de la période moderne, au XVIIIe siècle, et bien sûr à l'époque contemporaine. Cette question des techniques a également donné lieu à un certain nombre de travaux sur la notion de risque, donc concept qui est évidemment au cœur des réflexions des géographes, des aménageurs, etc., et qui a donné lieu à un certain nombre de travaux sur les questions d'inondation. Je pense par exemple aux travaux de Denis Coeur sur Grenoble et les inondations et la gestion des inondations autour de Grenoble. Alors, ces différentes approches qui mettent en avant le rôle des techniciens, des ingénieurs, ont amené à réfléchir sur la question des conflits qui se sont noués, qui ont eu lieu pour la gestion de l'eau, avec des interrogations sur la fonction de ces conflits, fonction qui peut, dans un premier temps, être perçue comme un dysfonctionnement, mais qui a pu être aussi analysée comme structurellement un moyen aussi de reconfigurer les rapports sociaux autour de l'eau. Alors ces conflits se manifestent à différentes échelles, à l'intérieur d'une communauté, pour des droits d'usage ou de propriété des eaux, par exemple entre irrigants ou pour l'accès à l'eau claire d'une rivière ou d'une source, entre usagers d'une rivière ou d'un équipement. Les conflits d'usage sont nombreux lorsqu'il s'agit d'arbitrer entre irrigation, utilisation de roues hydrauliques, navigation, pêcherie, entre communautés pour l'accès à la ressource hydraulique et pour la gestion des aménagements, les amenées d'eau, les luttes contre les inondations, le détournement de rivières, entre particuliers, communautés et États, ou bien entre États, lorsqu'il s'agit de gérer des ressources hydrauliques et des équipements à des échelles internationales. Alors, les transformations qui sont induites par ces aménagements ont eu des impacts très différents en fonction des moyens techniques et financiers déployés.
Dans les sociétés anciennes, on va dire les sociétés médiévales, et encore très largement à l'époque moderne, la gestion a souvent été à l'échelle locale, c'est la règle la plus fréquente, mais un certain nombre de pouvoirs extérieurs interviennent déjà. C'est ce qu'ont montré par exemple les travaux de Jean Louabé sur la gestion des étangs en Languedoc ou de Corinne Beck pour la Bourgogne, sur l'administration des eaux et forêts en Bourgogne. La période allant du XIVe au XIXe siècle se caractérise en Europe occidentale par le développement de structures nouvelles, avec le développement de l'État et de formes plus complexes aussi de financement des opérations. On voit intervenir de plus en plus des entrepreneurs, avec par exemple les concessions qui sont faites sur les zones humides, pour l'assèchement des zones humides à des groupes d'entrepreneurs, avec également la mise en œuvre de grands travaux d'assèchement dans le nord de l'Europe, en Angleterre, avec également la création de canaux. Et on voit donc désormais, à partir de la période moderne et au XIXe siècle, un jeu qui se construit entre les sociétés locales, des entrepreneurs extérieurs et l'État. Tout cela amène donc à la nécessité d'une gestion plus complexe de ces aménagements. Alors cette gestion, elle s'est faite dans le cadre européen, pour rester ici dans le cadre européen, à partir souvent de la concession, d'un régime de concession qui se fonde sur le droit seigneurial, le droit féodal, et qui est finalement un instrument qui présente une certaine souplesse et qui a permis de concéder à un certain nombre de particuliers ou d'associations des droits sur l'espace, des droits sur l'eau, qui ont pu provoquer du conflit avec les sociétés locales, mais qui ont également obligé à la négociation avec ces sociétés locales. Alors les mutations des 19e et 20e siècles modifient assez profondément la nature des conflits, avec la fin de ce régime seigneurial, avec aussi le développement d'une ingénierie technique beaucoup plus efficace et des projets de très grande ampleur, non seulement en Europe, mais dans le monde entier, qui amènent souvent à une dépossession de très larges pans des populations locales de leurs droits au profit d'entreprises dont la logique et les motivations sont tournées vers la rentabilité et le profit. Donc on a de grands aménagements hydrauliques, des barrages, des canaux, toujours dans des systèmes d'adduction et d'assainissement de plus en plus performants, mais qui entraînent un détournement massif de ressources hydrauliques et une dépossession accélérée des sociétés locales, y compris dans des territoires qui avaient été plus longtemps préservés que l'Europe de ces systèmes capitalistes de gestion des territoires. Donc ces conflits amènent à s'interroger sur la question du partage de l'eau, qui est un enjeu majeur. La question des droits de l'eau est complexe et se pose différemment selon la nature de la ressource. Il s'agit de sources, de nappes souterraines, de rivières, de fleuves, d'étangs, de lacs, de zones humides. En Occident, le droit romain fournit des règles de partage et d'appropriation qui ont eu un impact avec la diffusion des principes occidentaux. Globalement, on peut dire que la distinction entre eau publique et eau privée est fondée sur l'utilité économique et sociale de l'eau, mais les réalités sociales composent toujours avec le droit, selon des logiques qui doivent être à chaque fois minutieusement reconstituées. Alors la tentation est grande de proposer deux approches, on va dire déterministes. La première est politique et fait de la maîtrise des réseaux et des équipements hydrauliques la conséquence de rapports de force entre des groupes qui aboutissent à une confiscation des droits sur l'eau par une minorité qui peut s'incarner par des formes de pouvoir sur la ressource et la terre. La seconde approche est plus écologique et lie la complexité des formes de gestion et de partage de l'eau à la rareté de la ressource et donc à la nécessité de la préserver et de l'utiliser la plus rationnellement possible. Alors, plusieurs études de nature à la fois historique et anthropologique, attentives à l'échelle locale, ont montré que les formes symboliques et concrètes des rapports sociaux sont essentielles dans la façon dont s'effectue le partage de l'eau, et qu'on ne peut donc pas en rester à l'un de ces deux déterminismes. Je pense par exemple aux études d'Olivia Obrio et de Françoise Watteau sur le Népal et le Portugal, alors qui sont des études certes sur la période contemporaine, plutôt des études anthropologiques que des études historiques, mais qui étudient aussi les archives historiques sur le 19e et le 20e siècle. Ces travaux montrent que les rapports identitaires liés à des appartenances communes
jouent un rôle déterminant dans les conflits hydrauliques. On peut retrouver finalement, à travers un certain nombre de réflexions sur la gestion de l'eau en Espagne, en Italie, dans le sud de l'Europe, durant la période moderne, un certain nombre de résultats qui confirment, disons, cette approche. Les règles juridiques ne constituent donc pas un préalable, mais sont au contraire le résultat de négociations et entraînent des applications qui peuvent varier en fonction des rapports de force. L'expérience historique montre que les tours d'eau, les droits sur l'eau résultent d'arbitrages qui tiennent compte non seulement des conditions techniques, des conditions géographiques, mais aussi de traditions locales et de rapports de pouvoir dans l'espace. Alors la contrainte écologique n'est cependant pas absente des analyses historiques. Par exemple, en Espagne, de la fin du Moyen-Âge au XVIIIe siècle au moins, la propriété de l'eau, selon les travaux de Guy Lemeunier, serait liée à celle de la terre lorsque les dotations hydriques sont abondantes et on serait séparé dans les zones plus déficitaires, obligeant les paysans à obtenir ou acheter un droit d'eau. C'est le cas par exemple en Murcie, c'est ce qu'ont montré les travaux de Guy Lemeunier. On peut retrouver également ce type d'approche dans un cadre urbain, puisque l'accès à l'eau pour les usages quotidiens dans le cadre urbain, avant la révolution technique de la fin du XIXe siècle, qui amène plus massivement l'eau, oblige là aussi souvent des particuliers ou des groupes à acheter l'eau ou à obtenir des concessions spécifiques, et là aussi en fonction de rapports de pouvoir ou de rapports symboliques, plus qu'en fonction de nécessité d'usage. Enfin, dans le cadre des zones humides, qu'il s'agisse des marais, des étangs, des lits de rivière, le droit à l'usage de l'eau est lié à celui de la terre qui porte l'eau, ou qui est soumis à la présence de l'eau. Alors les situations peuvent être extrêmement diverses. Ces zones humides peuvent être des espaces collectifs sur lesquels s'exercent des droits d'usage, ou au contraire constituer des propriétés privées. La mise en eau d'étangs dans le cadre monastique, seigneurial, ou privé, bourgeois, on va dire, jusqu'au XIXe siècle, se développe durant le Moyen-Âge, notamment à partir du XIIIe siècle, et constitue un mode de mise en valeur essentiel de la terre. À l'inverse, les drainages permettent aussi une intensification de la production agricole. L'idéal productiviste qui se développe au XVIIIe et au XIXe siècle pousse au partage des communaux, mais le recul des formes collectives d'exploitation de la terre est toujours lent et progressif, et on a des situations extrêmement diverses qui coexistent. Alors, si on essaie de regarder un petit peu les évolutions entre le Moyen-Âge et le XIXe siècle, on constate que jusqu'au XVIIe siècle, les acteurs de la gestion de l'eau sont majoritairement issus des sociétés locales, et que on a, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, une volonté d'intensification de la production qui n'est pas encore liée véritablement à un effort d'aménagement, mais plutôt à une volonté des États qui se développent d'améliorer le rendement fiscal et donc de réaliser un certain nombre de transformations des usages de l'eau afin d'obtenir des ressources fiscales nouvelles. Cela prépare malgré tout cette notion d'aménagement qui se développe à partir de la fin du XVIIIe siècle, aménagement qui se traduit par la mise en place de grands projets hydrauliques qui prennent donc de l'ampleur au XIXe et au XXe siècle. Alors, les plus importants de ces projets ne se situent pas finalement dans le cadre européen. On a une étude très récente qui a été faite par un sociologue, Raphaël Josans, sur la mer d'Aral et la vallée du Ferghana, qui entend essayer de penser justement les relations que les sociétés locales entretiennent avec l'intervention massive des États, l'État tsariste d'abord, puis l'URSS,
et qui montre que malgré cette intervention très massive des États, on a un certain nombre de stratégies locales qui continuent à se développer et qui permettent une utilisation finalement complexe de cette ressource hydraulique. Alors ce rapide tour d'horizon de quelques enjeux de la gestion de l'eau posés par des études historiques ou sociologiques récentes permet de comprendre que la nature des problèmes soulevés par la gestion de l'eau ne dépend donc pas seulement de questions techniques, malgré les possibilités qu'offrent les révolutions des savoirs et des savoir-faire depuis le XVIIIe siècle, mais plus fondamentalement de la façon dont s'organisent les rapports sociaux autour de l'eau. Les manifestes pour une gestion locale des réseaux hydrauliques, face à toutes les formes de dépossession que peuvent engendrer les entrepreneurs qui prennent appui sur des législations étatiques plus efficaces, s'inscrivent dans une logique historique qui fait confiance à l'inventivité des sociétés locales. Je pense notamment aux prises de position de Riccardo Petrella, par exemple. Certes, cette inventivité, le rôle de ces sociétés locales n'évite pas les conflits, soit internes, soit avec d'autres formes d'organisation, mais elles permettent de poursuivre la négociation sur les formes de gestion de l'eau. Lorsque des pouvoirs ou des investisseurs extérieurs interviennent, ces sociétés locales savent finalement fréquemment s'organiser pour proposer des solutions alternatives, mettre en œuvre des stratégies qui permettent de concilier leur intérêt avec ceux recherchés par les aménageurs. Alors bien sûr, les cas de dépossession dans l'histoire sont fréquents, et il ne faudrait donc pas en déduire que le bon équilibre est facilement trouvé, mais les différents exemples historiques montrent que les interventions extérieures sont aussi souvent plus efficaces lorsqu'elles prennent en compte les intérêts de ces sociétés locales, aussi bien en termes économiques que pour assurer leur protection face aux catastrophes environnementales. Voilà, je vous remercie. Merci Patrick pour cette présentation et ce respect du temps également. Donc on va, comme je vous proposais au début, on va enchaîner tout de suite avec Najet Arroy de l'École Polytechnique d'Alger. Merci. C'est l'École Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme d'Alger. Je vous remercie. Les problématiques de l'eau en milieu urbain, en fait, constituent notre principal domaine d'intérêt depuis plusieurs années et nous ont invités à une lecture curieuse et critique du schéma national d'aménagement du territoire de l'Algérie à horizon 2030. Ces orientations à terme nous ont paru un peu excessives par rapport à la réalité de l'eau en Algérie et comme nous allons le voir, ces appréhensions se sont hélas confirmées parce que la réalité de l'eau en Algérie est lancinante, elle est toujours prisonnière d'une stratégie de l'offre qui n'arrive pas à concilier encore les enjeux écologiques et économiques en même temps. Alors, depuis hier au moins, je suppose que tout le monde sait ou se rappelle où se trouve l'Algérie. Donc, elle partage le sort des villes riveraines du bassin méditerranéen et de l'Afrique à la fois, en ce sens où elle est exposée aux risques liés à l'eau, en termes d'inondation, de pénurie et de pollution. Ces risques sont évidemment liés à des causes naturelles, mais aussi anthropiques, parce qu'on subit une pression due à la croissance urbaine et l'accroissement des besoins en eau, et auquel le ministère des Ressources en eau cherche à répondre coûte que coûte en intensifiant la mobilisation des ressources naturelles conventionnelles ou non conventionnelles, même si on fait référence au développement durable depuis 1994, notamment dans le domaine de l'eau, qui a été pionnier dans ce domaine-là, et qui préconise le respect des capacités de charge des hydrosystèmes et des seuils de leur exploitation. Donc l'Algérie est signataire de la Convention du développement durable depuis 1994. On y fait référence dans les textes institutionnels relatifs à l'eau, et depuis 2001 dans les textes relatifs à l'aménagement du territoire. Donc comment se présente cette réalité in situ ? La géographie de l'Algérie est très contrastée du nord au sud et d'est en ouest. Le nord est pluvieux. Dans les hauteurs, on reçoit à peu près jusqu'à 2000 mm d'eau par an.
tandis que le sud est sec, c'est un territoire qui couvre à peu près 90% de la superficie totale. Il reçoit en moyenne 100 mm par an, et la moyenne nationale est à 800 mm par an de pluviométrie. Donc on voit ici, sur cette carte, une ligne qui départage l'Est et l'Ouest, où l'Est est plus prédisposé donc à l'urbanisation et à la sédentarisation. On voit ici cette région nord qu'on appelle le Tel, ensuite les hautes plaines, et ensuite le Sahara qui couvre donc 90% du territoire. Et la pluviométrie, donc on voit qu'elle est plus importante du côté de l'Est, ce qui permet de démarquer des régions ou des étages bioclimatiques, donc des régions subhumides au nord, et ensuite des régions à climat sec au sud. Donc depuis 1985, le territoire est divisé en 5 bassins hydrographiques, 4 au nord, que l'on voit ici, et le bassin du Sahara, qu'il est question de diviser en 3 sous-bassins hydriques à cause de la difficulté de gérer un territoire aussi grand. Comme on le voit sur le tableau, la disponibilité en eau diminue donc d'est en ouest. À l'est, elle est pratiquement 4 fois plus importante qu'à l'ouest. Il faut savoir que le ministère des Ressources en eau évalue cette disponibilité par rapport à une année qu'on appelle globale ou humide et une année sèche, avec une différence d'à peu près 28%, une réduction d'à peu près 28%. On voit que dès l'année 2000, au moins 2 bassins, pour ne pas dire 3, avaient atteint le seuil de stress hydrique, tandis qu'à horizon 2020-2030, pratiquement tous les bassins seront en dessous de ce seuil. Et il faut savoir que dans cette évaluation, la réduction qui serait probablement due au changement climatique n'est pas prise en considération. Donc on voit que pourtant l'Algérie depuis 1962, c'est-à-dire son indépendance, a beaucoup investi dans le domaine de l'eau. Actuellement, les investissements représentent à peu près 2,6% du PIB national. Ces investissements vont à la construction de barrages, de transferts, de stations d'épuration, d'unités de dessalement pour la production donc de ressources en eau conventionnelles ou non conventionnelles qui sont consacrées à l'irrigation, à l'alimentation en eau potable et même à la recharge artificielle des nappes. Il y a plusieurs projets de transfert interbassins qui sont prévus et qui ont été prévus et une intensification de la production qui a été un peu imposée par la période de sécheresse qu'a connue l'Algérie à partir des années 74-75, qui a fait qu'on a intensifié la production, la multiplication des puits de forage, les transferts interbassins, notamment à partir des années 2000. Donc on voit ici quelques exemples de grands travaux structurants qui prévoient le transfert de plusieurs millions de mètres cubes d'eau pour l'AEP, l'alimentation en eau potable ou l'irrigation. Il faut savoir aussi qu'il est question de jalonner donc le nord, toute la côte, de plusieurs unités de dessalement. Le ministère des Ressources en eau fonde un petit peu sa stratégie sur l'alimentation du nord à partir de cette ressource non conventionnelle, alors que tout le monde sait que le bassin méditerranéen est exposé à une pollution importante. Et ensuite, il est question de transférer l'eau des barrages du nord vers les hauts plateaux, en sachant que plusieurs barrages souffrent d'envasement, et puis d'alimenter le Grand Sud à partir de la nappe albienne, en sachant aussi que la nappe phréatique est déjà exposée à la salinisation et la pollution à cause de sa surexploitation. Bien sûr, grâce à ces travaux, on a pu améliorer le taux de raccordement au réseau d'AEP qui atteint à peu près 95% à l'échelle nationale et le taux de raccordement au réseau d'assainissement à peu près avec une moyenne de 86%.
mais on remarque une chute vertigineuse de la dotation entre 62 et 90, et puis une réduction continue jusqu'à horizon 2020. Déjà, donc, un peu avant les années 90, on avait atteint le seuil de tension hydrique, et il est question de dépasser, donc ou on a dépassé le seuil de stress hydrique à partir de 2000. Donc on voit que la dotation en mètres cubes par habitant par an ne fait que décroître. On évalue à peu près l'efficience du secteur de l'eau à peu près à 61,7%, mais il est question de l'améliorer grâce à cette mobilisation intensifiée vers 2030 à 75%. D'après le programme de l'Office national d'assainissement, il est question aussi de multiplier les stations d'épuration d'eau usée pour pouvoir la réutiliser. Mais d'après le programme aussi, on voit qu'il y a un bon nombre de steps, de stations d'épuration qui sont à l'arrêt ou qui sont en état de réhabilitation. Donc, pour ce qui concerne l'aménagement du territoire maintenant, on voit quelques cartes ici qui montrent que la croissance démographique est très importante au sud. Pardon, c'est cette carte. Que la densité, par contre, est plus importante au nord. En fait, 91% de la population occupe 13% du territoire, parce qu'au sud, il y a beaucoup d'agglomérations qui sont éparses, donc le territoire est très vaste. On voit la taille des wilayas, équivalent des départements en France, qui est de plus en plus importante en allant vers le sud. Donc il y a 4 grandes villes côtières qui continuent à dominer cette structure urbaine. Alger, qui sont Alger, Oran, Annaba et Constantine. On remarque aussi une urbanisation intensifiée dans les hauts plateaux et le sud, mais c'est une urbanisation malheureusement qui n'est pas accompagnée ou qui ne bénéficie pas d'une assise socio-économique, ce qui fait que l'exode rural se poursuit vers ces grandes villes métropolitaines et qui va constituer un axe de précarité autour des grandes villes. Cet axe de précarité a tendance à s'étendre. Il occupe à peu près 31 wilayas sur 48, c'est-à-dire, et abrite une population d'environ 60% donc de la population nationale totale. Parmi les orientations donc, de ce schéma d'aménagement du territoire à horizon 2030, il est question de redéployer la population qui est au nord vers les hauts plateaux. Donc on voit ici, ce sont des espaces, ce qu'on a appelé les espaces programmes territoriaux. On a donc 3 espaces programmes territoriaux au nord, 3 vers les hauts plateaux et 3 avec une étendue beaucoup plus importante au sud. Donc la principale orientation de ce schéma d'aménagement pour soulager un petit peu le nord et les grandes capitales qui sont côtières, les grandes villes, c'est de redéployer à peu près 2,5 à 3 millions d'habitants vers les hauts plateaux, en créant des villes relais et des villes, ce qu'il a appelé des villes relais ou des villes d'équilibre, qui permettraient à la fois de recevoir cette population et aussi développer les richesses locales. Donc on voit ici le schéma des 4 grandes villes avec ces villes relais et ces villes équilibre, avec des villes qui seront développées aussi au sud. Il est prévu également une consolidation du secteur agricole. On voit que dans l'objectif de contenir cet exode rural et de créer des emplois localement, on voit que ce secteur a connu un accroissement continu jusqu'à 2009, ensuite il s'est un peu ralenti jusqu'à 2011 et il est prévu d'accroître les surfaces irriguées, les superficies irriguées d'ici 2014. Concernant l'activité industrielle, il est question aussi de créer des pôles d'attractivité et des zones intégrées de développement industriel en délocalisant certaines activités qui se trouvent au nord et qui présenteraient des risques majeurs vers les hauts plateaux. Donc on constate que les hauts plateaux vont en fait... Le schéma national d'aménagement du territoire assoit toute sa stratégie sur la région des hauts plateaux. Donc, ce qu'on peut constater,
ce qu'on peut débattre à ce sujet-là, ce qu'on a pu remarquer à la lecture confrontée du schéma d'aménagement du territoire et de la stratégie de l'eau à horizon 2025, c'est qu'il y a on a constaté une apparente cohérence des objectifs, et nous avons mené une petite enquête auprès du ministère des Ressources en eau par des interviews ciblées qui ont confirmé une concertation entre les deux secteurs, mais ça nous a paru plutôt ressembler, cette concertation était plus une négociation, parce que lorsque le schéma d'aménagement du territoire prévoit le redéploiement de plusieurs millions ou milliers d'habitants et la création de villes relais, des villes nouvelles, de développer les hauts plateaux et le sud, ça suppose des besoins évidemment augmentés en eau, et donc le ministère des Ressources en eau est toujours dans cette logique d'offre, et il cherche à répondre à cette logique plutôt qu'à la contrôler. Donc c'est plus une négociation qu'une concertation. Ensuite, on a remarqué aussi que dans le schéma stratégique qui s'appelle schéma stratégique d'aménagement hydrique, donc comme son nom l'indique, il est surtout fondé sur des réponses structurelles, mise donc la balance hydrique, ou évalue la balance hydrique par rapport à une disponibilité, et en négligeant la durabilité des ressources en eau, c'est-à-dire que ne prenant pas en charge ou en compte les critères de gestion intégrée des ressources en eau, sans compter le fait que le changement climatique ou l'impact du changement climatique des ressources en eau n'est pas pris en charge, ce qui laisse augurer évidemment une baisse de l'alimentation, alors que les villes devraient pouvoir constituer elles-mêmes un bassin d'approvisionnement, c'est-à-dire entrer dans une économie circulaire de recyclage et d'épuration pour la réutilisation des eaux usées. Donc sur le plan de l'approche, on voit qu'il y a quelques déficiences, malgré évidemment une référence au développement durable. Sur le plan des choix stratégiques, on a bien vu que les hauts plateaux étaient déjà une région menacée. C'est une région menacée par l'aridification, par la salinisation. Il est prévu, dans les scénarios de changement climatique, que la courbe d'Izoët va se déplacer vers 100 km au nord. L'unité de gestion ou l'unité de gestion ou de planification pour les ressources en eau, c'est toujours le bassin versant, mais l'aménagement du territoire considère toujours les unités administratives. On peut s'inspirer de l'exemple espagnol qui s'appuie sur une gestion totalement décentralisée, mais qui a souligné les risques justement de l'absence d'une combinaison de l'aménagement du territoire et la gestion de l'eau. Et aussi, on a l'exemple français avec les SAGE et les SDAGE, donc les schémas d'aménagement des ressources en eau, qui a montré les limites des solutions structurelles. Et puis, d'un autre côté, l'horizon 2005, qui est adopté par le schéma stratégique d'aménagement des ressources en eau, semble très modeste par rapport à cet enjeu hydrique qui mérite une vision beaucoup plus lointaine, à 50 voire 100 ans, sans compter que la pollution, entre-temps, elle augmente, qui est due aux activités industrielles qui ne sont pas contrôlées, qui est due à la déficience des stations d'épuration, à leur nombre qui est aussi réduit. Donc, il y a nécessité d'intégrer les ressources en eau et l'aménagement du territoire dans une réflexion stratégique sur les choix ou les options de développement qui est un projet social, et d'appréhender ces impacts ou ces crises qui ne sont pas lointaines avant que cela n'arrive, et si ça arrivait. Donc dans une logique de prospective, la question que l'on peut se poser est de savoir si cette défaillance maintenant elle apparaît au niveau de la planification ou de l'exécution, parce que dans la planification, lorsqu'on étudie les schémas de planification, tout semble parfait et bien cadré, mais il y a des insatisfactions, des insuffisances surtout au niveau de l'exécution, qui peuvent être dues donc à des insuffisances au niveau de la planification, qui sont donc de l'ordre que l'on vient de citer, mais qui peuvent être aussi appréhendées au niveau pratique. Je vous remercie. Merci.
Merci beaucoup, Najet. Nous sommes parfaits dans le timing, donc on va essayer de continuer comme ça. Et puis je vais passer la parole à Marie Houdard pour la présentation de sa communication. Donc on va changer un petit peu d'échelle. Là, je vais vous parler d'un territoire un peu plus restreint et sur des questions qui n'ont pas trait à l'eau mais à l'élevage. Pour vous parler de la contribution de l'élevage au développement durable des territoires, donc en prenant le cas d'un terrain proche d'ici, donc le Livradois-Forez en Auvergne. Donc ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une partie des résultats d'un travail de recherche international qui s'appelle MOVE. MOVE pour interaction élevage et territoire dans la mise en mouvement de l'intensification écologique. Et dans le cadre de ce projet international, donc qui comprend des équipes locales, notamment l'UMR Métaphore à laquelle j'appartiens et à laquelle appartiennent mes collègues qui ont contribué à cette présentation. Donc il y avait plusieurs axes de recherche dans le cadre de ce projet général et un des premiers axes de recherche consistait à aller sur le terrain, rencontrer les acteurs pour comprendre quelles étaient leurs attentes vis-à-vis de l'élevage sur leur territoire, quel rôle ils pouvaient attribuer à cette activité d'élevage et qu'est-ce qu'ils attendaient de l'élevage pour l'avenir sur leur territoire. Donc à partir de là, on a retraduit ces premiers résultats par rapport à la grille d'analyse du développement durable. Donc en préambule, je voulais revenir un petit peu, je ne savais pas à quel public je m'adressais en venant ici, donc sur la question de l'élevage en général. Il faut savoir que l'élevage à l'échelle mondiale, c'est une des activités principales à l'échelle de la planète. Ça concerne 1,3 milliard d'hommes et ça correspond à l'utilisation de 23% des terres émergées, donc comprenant les prairies et les parcours peu ou pas mécanisables. Et il faut savoir également que, comme vous le savez sans doute tous, d'ici 2050, la population mondiale va continuer à croître. On devrait atteindre 9 milliards d'êtres humains. Et en conséquence, il va y avoir une augmentation des besoins en produits animaux à l'échelle mondiale. Et ça ne va pas sans poser problème, puisque vous le savez sans doute, l'élevage est connu pour son impact négatif sur l'environnement. Je pense aux gaz à effet de serre, aux effluents, des choses de ce type-là. Mais en contrepartie, de nombreux chercheurs reconnaissent les impacts positifs de l'élevage, à la fois sur l'environnement, dans la gestion des écosystèmes, mais aussi sur bien d'autres aspects qui sont l'économie familiale, par exemple, et puis la vie sociale, la vie culturelle, la vie sociale. Donc ça nous ramène aux 3 volets du développement durable. Et si on décompose un petit peu ce concept de développement durable à l'échelle des territoires et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans la littérature scientifique, on constate qu'il y a plein de résultats qui montrent les apports positifs de l'élevage pour le développement économique, environnemental et culturel et social. Et les liens vertueux, je dirais, entre la dynamique des territoires et la dynamique de l'élevage sur les territoires. Donc du point de vue économique, évidemment, sur toute la filière élevage, de l'amont à l'aval, donc du producteur au distributeur, ça concerne beaucoup d'entreprises. Donc à partir du moment où ces entreprises sont situées sur le territoire et qu'elles se portent bien, en restant très très simple, très simpliste, je dirais, on est sur un schéma de développement du territoire. Mais surtout, depuis plus de 20 ans maintenant, on constate le développement des démarches de qualification territoriale, de qualification de la qualité des produits et de qualification de l'origine des produits des animaux. Et là, on voit vraiment le lien vertueux entre territoire et élevage, parce que l'origine territoriale des produits constitue vraiment un facteur de compétitivité pour l'élevage. Et en retour, ces produits de qualité, en valorisant les spécificités d'un territoire, constituent un élément de notoriété pour le territoire. Et donc, il peut y avoir un retour économique sur le territoire. Et puis, point de vue économique, l'élevage, c'est aussi la fabrication des paysages ouverts, notamment le maintien des paysages ouverts. Et sur certains territoires ruraux où prédomine cette activité d'élevage, je pense notamment aux zones humides, c'est le cas en Auvergne en particulier, l'élevage, c'est aussi
contribuent par le maintien des paysages ouverts à l'attractivité et notamment à l'attractivité touristique. Alors, point de vue environnemental, j'évoquais tout à l'heure l'impact négatif que peut avoir l'élevage sur les écosystèmes, mais il faut savoir qu'une gestion adaptée de l'élevage aux écosystèmes est un plus pour ces écosystèmes, pour le maintien de la biodiversité, par exemple. Et en retour, l'élevage repose, la productivité à l'hectare est complètement dépendante, notamment dans les systèmes extensifs, des spécificités des écosystèmes. Et puis enfin, point de vue culture et société, il y a pas mal de recherches qui font la démonstration du bienfait de l'élevage, je dirais, pour la cohésion sociale, pour le maintien d'un tissu social. Maintenir des éleveurs sur un territoire, c'est maintenir une activité, c'est des réseaux institutionnels et d'activités et le maintien de résidents sur un territoire. Et puis c'est aussi, ça c'est très fort en France, mais sur les territoires à l'échelle internationale, l'élevage c'est bien souvent l'identité d'un territoire à travers une race, je pense à la Salaire par chez nous, et puis aussi des savoir-faire, et puis tout autour de ça, il y a tout le patrimoine culturel qui, à travers les fêtes de transhumance par exemple, mais aussi les marchés, les foires. Donc il y a vraiment un ancrage culturel dans le territoire via l'élevage. Alors pour faire vraiment le lien entre ces trois volets du développement durable, nombre de chercheurs appuient le fait, démontrent que la solution, une des voies pour aller vraiment dans le sens du développement durable des territoires par l'élevage, c'est la relocalisation et l'ancrage dans le territoire de la filière et de l'ensemble du système agroalimentaire. Donc, c'est-à-dire vraiment maintenir dans le territoire les éleveurs, les distributeurs, les transformateurs. Alors évidemment, la relocalisation et l'ancrage dans le territoire de toute cette filière, de tout ce système agroalimentaire, ça peut prendre plein de formes différentes. Et l'idée, c'est bien de savoir ce que les territoires attendent des formes que ça peut prendre et comment faire en sorte que les formes prises par cette reterritorialisation, pour prendre un terme un peu plus large, comment mettre en œuvre cette reterritorialisation. Alors là encore, si on se base sur la littérature scientifique, beaucoup démontrent le poids prépondérant des politiques publiques sur ces dynamiques-là. Je pense, pour citer un exemple très concret, la situation de la politique agricole commune à l'heure actuelle, elle influence évidemment énormément les dynamiques d'élevage sur les territoires. Mais il y a plein de travaux qui tentent à montrer que, évidemment, tous les acteurs de la filière élevage, mais aussi les collectivités locales et institutionnelles, ont un rôle, bien entendu, dans cette dynamique-là. Et ce que je voulais souligner ici, c'est que ces acteurs sont très nombreux et très variés. Et donc, ils sont tous dans des systèmes, ils agissent tous, ils ont tous des stratégies qui sont contraintes par des systèmes qui leur sont propres. Ils ont tous des points de vue très différents sur ce que peut être l'élevage. Et donc, forcément, trouver un consensus sur ce que peut être le développement durable sur le territoire, c'est passer par le partage des modèles que les uns et les autres peuvent avoir concernant l'élevage. Et donc c'est vraiment la question qu'on s'est posée, nous, sur ce territoire libre Adoua-Forez, c'était quels pouvaient être les différents modèles proposés par les différents acteurs et est-ce qu'il y avait consensus sur ces modèles. Donc pour répondre à ces questions, donc comme je le disais, on a travaillé sur le territoire du libre Adoua-Forez. Donc pour ceux qui ne sont pas de la région, voilà, c'est un territoire qui correspond à peu près au parc naturel régional du même nom et qui est situé sur les franges est du Puy-de-Dôme, dans le Massif central, donc à proximité de Clermont-Ferrand. Donc vous voyez ici quelques images représentatives des paysages de ce territoire. Et donc la première étape de notre travail, ça a été de lister un peu la diversité des acteurs concernés par l'élevage sur ce territoire. Et donc on en est arrivé à faire un peu une typologie de ces acteurs, et donc pour faciliter notre travail par la suite, et puis pour choisir ceux avec qui on allait travailler. Et donc on a distingué deux grands groupes, les acteurs des filières d'élevage et les acteurs hors filière. Parmi ces acteurs hors filière, on a distingué les acteurs qui sont compétents sur les questions d'environnement, mais qui ont malgré tout un lien
plus ou moins ténue avec la question de l'élevage, et les acteurs compétents sur les questions de développement territorial. Ensuite, parmi les acteurs des filières d'élevage, assez classiquement, on a les acteurs de la production et de la distribution, qui comprennent évidemment les producteurs agricoles, donc les éleveurs, mais aussi les acteurs de l'amont et de l'aval, donc les vendeurs d'intrants, de matériel, les transformateurs et les acteurs du commerce. Et puis, on a les acteurs de l'environnement institutionnel des filières, donc les chambres d'agriculture, par exemple. Donc voilà, après, dans ce tableau, parmi cette diversité d'acteurs, on a retenu un petit panel d'entre eux pour aller réaliser des entretiens, donc au final auprès de 28 acteurs. Donc on a réalisé des guides d'entretien qui étaient censés nous permettre de répondre à la question que j'évoquais précédemment, et donc en centrant nos entretiens, donc des entretiens semi-directifs sur ce que c'est que l'élevage dans le livre Adois-Forez, quels ont été les changements par le passé, les changements principaux et comment les expliquer, quelles sont les questions en débat à l'heure actuelle autour de l'élevage, quel est l'avenir de l'élevage pressenti par ces différents acteurs, et selon eux, les orientations et les priorités qu'il faudrait donner à l'élevage. Donc, en termes de résultats, en fait, on a deux résultats principaux, je vais rentrer un peu dans le détail après, mais globalement, on voit apparaître que, comme ce que j'évoquais dans la littérature, globalement, si on prend en compte l'ensemble des acteurs, on voit que l'élevage répond aux 3 volets du développement durable du territoire. Mais ce qui nous a semblé surtout intéressant, c'est que ce qu'on observe, c'est qu'il y a une grande diversité des modèles identifiés par ces acteurs pour répondre à ces enjeux croisés, économie, développement et culture sociale et culturelle. Donc effectivement, du point de vue économique, la plupart des acteurs enquêtés reconnaissent les apports économiques, notamment pour les éleveurs évidemment, et puis certains reconnaissent les retombées que peut avoir cette activité sur le territoire, les filières dans leur ensemble et le tourisme en particulier. Et là, on observe que sur ce panel d'acteurs enquêtés, un seul acteur de l'environnement aborde cette question économique. Donc je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure. En ce qui concerne le rôle social et culturel de l'élevage sur ce territoire, tous s'accordent à dire que l'élevage a un rôle prépondérant dans le maintien du tissu rural, du tissu social, surtout dans ce secteur qu'est le livre Adois-Forez, qui est assez enclavé et qui fait l'objet d'une déprise démographique au même titre que ce qui se passe en France depuis 50 ans. Et donc, pour beaucoup de ces acteurs, l'élevage permet le maintien d'une population active, des familles sur le territoire, donc tous les services qui sont liés à cela, donc les écoles, les services de santé, etc. Et puis le maintien d'une activité touristique. Ils reconnaissent également le rôle de l'élevage pour les paysages ouverts, et alors c'est un rôle qui est prépondérant point de vue environnemental, mais il l'aborde également sur l'aspect bien-être des populations. Donc pour les acteurs de ce territoire, les paysages ouverts, certains disaient par exemple éviter la déprise et donc la fermeture des paysages, c'est aussi éviter la déprime sur ce territoire. Et là aussi, ce qui est intéressant un peu comme sur le rôle économique, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'aucun acteur de l'environnement n'aborde ces questions sociales et culturelles. Et donc, concernant le rôle environnemental, je viens de le dire, effectivement, tous insistent sur la question du maintien des paysages ouverts, mais peu, cependant, ce qui était un résultat qui nous semblait intéressant, peu aborder la question de la biodiversité. Alors en contrepartie, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une grande diversité des modèles d'élevage qui sont proposés, qui semblent pertinents de la part des acteurs, et diversité aussi selon les échelles à laquelle on se situe. Alors, par exemple, à l'échelle de l'exploitation, quand on interroge les acteurs sur comment il faudrait que les exploitations agricoles évoluent dans le futur pour aller dans le sens du développement durable, on voit apparaître des choses très variées et voire même antagonistes. Donc on a un modèle un premier modèle qui apparaît,
qui est celui de dire il faudrait aller vers un élevage moderne et compétitif. Et derrière ces termes-là, il y a toute une série de mots-clés qui apparaissent dans les entretiens. Il y a l'aspect modernisation, progrès, simplification du travail, spécialisation aussi, et puis surtout agrandissement des structures et intensification. Donc on est vraiment dans l'idée qu'il faut, certains disent même professionnaliser, ce qui peut paraître condescendant vis-à-vis des autres types d'élevage, mais qu'il faut professionnaliser ces exploitations agricoles, il faut être dans une démarche d'entreprise et intensifier l'activité d'élevage. Et à l'opposé de ce modèle-là, d'autres proposent un modèle d'élevage extensif qui est plus en lien avec le territoire et valorisant vraiment les ressources du territoire. Donc avec derrière ça des modes de production extensifs, comme je disais, la valorisation des ressources du territoire et de l'environnement, et puis un agrandissement raisonné. L'idée, c'est de ne pas tendre vers de trop grandes exploitations. Et alors, un peu au centre de ces deux modèles, un modèle qui fait plus consensus, en tout cas, c'est celui d'un élevage autonome. Tout le monde s'accorde un peu à dire sur ce territoire que l'objectif, c'est de tendre vers l'autonomie, autonomie d'intrants notamment, autonomie alimentaire pour le bétail, et notamment pour faire face aux aléas climatiques, aléas économiques. À l'échelle du territoire, on observe un consensus plus général sur un modèle général, en tout cas sur les enjeux de l'élevage sur ce territoire, avec d'une part la nécessité reconnue par tous d'un élevage diversifié à l'échelle du territoire. Donc il faut à la fois, en termes d'occupation du sol, il faut maintenir sur le territoire à la fois des zones d'élevage, mais aussi des secteurs de forêt. Il faut maintenir des petites et de grandes structures d'exploitation. Il faut également alterner, alors ça peut paraître contradictoire avec les deux modèles exprimés précédemment, mais ça apparaît vraiment dans les discours. Il faut faire alterner sur tout le territoire des modes de production qui sera à la fois intensif et extensif pour viser le plus de types de commercialisation possible. Et puis, dans le même esprit, viser une diversité des produits sur le territoire, à la fois les produits laitiers, les produits viande, et puis tout ce qui est maraîchage vivrier qui peut intervenir en pluriactivité. Le second enjeu qui est identifié par tous, c'est vraiment le maintien des outils de transformation sur ce territoire, avec vraiment tous soulignent l'importance de maintenir sur ce territoire à la fois les laiteries, les ateliers de découpe, d'abattage, parce que sans ces entreprises-là, tout le monde subirait l'absence de ces entreprises, à la fois les distributeurs et puis les producteurs. Et enfin, dernier point reconnu par tous, c'est la nécessité de gérer le foncier sur ce territoire. Donc il y a un point assez intéressant parce que tout le monde est assez conscient de l'importance de lier une dynamique agricole d'élevage et la gestion et l'aménagement du territoire, donc la gestion du foncier. Donc l'idée étant dans un contexte où on a encore beaucoup de petites exploitations qui sont très morcelées, donc avec beaucoup de propriétaires différents pour un seul exploitant, mais aussi des parcelles qui sont très éloignées les unes des autres. L'idée, c'est bien de lutter contre ce morcellement et l'hétérogénéité du foncier, notamment pour faciliter la transmission des exploitants aux générations futures. Et enfin, dernière échelle à laquelle on a observé la diversité des modèles d'élevage, c'est celle de la filière dans son ensemble. Donc on constate que là, pour le coup, il y a un consensus sur l'enjeu, qui est qu'il faudrait développer les filières, encore plus qu'aujourd'hui les filières de qualité, donc la filière bio, les appellations d'origine protégée, les marques territoriales. Mais pour aller dans ce sens-là, on voit se dégager deux modèles qui sont là encore divergents. Donc ils font un peu écho au modèle d'exploitation que j'évoquais précédemment. Donc un modèle qui privilégierait le développement des filières industrielles extérieures au territoire versus un modèle plus artisanal, des filières artisanales et locales, et qui valoriserait, qui permettrait le développement des circuits courts. Donc, en conclusion, je voulais juste insister sur le fait que
Ces premiers résultats, donc qui sont des résultats intermédiaires, le projet a encore 2 ans devant lui, confirment ce qu'on trouve dans la littérature, ce que je disais en introduction, le rôle de l'élevage pour le développement durable du territoire en général, et en tout cas du Livradois-Forez en particulier, avec un modèle qui fait consensus à l'échelle du territoire, et puis une diversité de modèles qui peuvent apparaître divergents, donc à l'échelle des filières et des exploitations. Donc à partir de là, effectivement, la question c'est comment partager les points de vue des acteurs. Au moins, pas forcément qu'il y ait un consensus sur un seul modèle, mais au moins que les acteurs se retrouvent les uns avec les autres pour partager cette diversité de modèles, pour construire une vision partagée du territoire et de son développement possible. Et donc ça fait partie des objectifs qu'on s'est fixés dans le projet MOVE, via les restitutions qu'on va faire d'ailleurs d'ici quelques mois auprès des acteurs qui ont participé à ce travail. Donc faire en sorte que tous les acteurs s'assoient autour d'une table et discutent de ces différents modèles possibles pour partager leur vision. Et ensuite, la dernière question que ça suscite, c'est comment articuler les différentes échelles du développement durable. Comment faire en sorte d'articuler un modèle de développement, de développement à l'échelle de l'exploitation, un modèle à l'échelle de la filière et un modèle à l'échelle du territoire. Et ça encore, ça fait partie des questions qu'on n'a pas encore traitées, mais qui sont à traiter dans le cadre du projet MOVE. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Marie. Et bien, on va continuer tout de suite donc avec Moussa Ouedraogo. Donc si Moussa est prêt. Non, c'est bon. Donc préparez vos questions pour tout à l'heure, pour l'ensemble de nos communicants. Donc une vingtaine de minutes aussi. Bien, je vous remercie. Moi, je m'appelle Moussa Ouedraogo, je viens du Burkina Faso et je vais vous entretenir sur un aspect, je dirais, pratique de la mise en œuvre donc, du processus de décentralisation, en ce sens que au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays de la sous-région en Afrique de l'Ouest, il y a un processus de décentralisation qui est mis en œuvre depuis ces 10 dernières années. Et ce processus de décentralisation a porté comme innovation le fait de transférer un certain nombre de compétences aux collectivités, les permettant d'élaborer et de mettre en œuvre donc, des plans locaux de développement. Et en réalité, notre travail a porté sur effectivement l'analyse de ces processus d'élaboration de ces plans de développement en vue de voir comment les questions de prise en compte des normes de durabilité ont été effectuées au niveau donc, de ces... OK. Alors, mais avant, je voudrais commencer mon exposé par un certain nombre de constats et de questionnements, qui préoccupent les praticiens sur le terrain. Quand je parle de praticiens, c'est surtout les populations. Parce que depuis hier, à travers donc les communications précédentes, il est ressorti qu'il y a une multiplicité de définitions et de perceptions en matière de développement durable. Quand on est sur le terrain, effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes. Finalement, qu'est-ce qu'on applique sur le terrain? Deuxième constat, au niveau de nos différents pays, c'est le porteur. Le porteur, au niveau des pays du Sud, en matière de développement durable. En général, quand on parle de développement durable dans ces pays, c'est les ministères chargés soit de l'environnement ou chargés des questions écologiques qui portent le projet. Et déjà, ça pose un biais parce que la vision est beaucoup plus sectorielle au lieu d'être une vision globale. Et dans la pratique, ça pose un certain nombre de difficultés. Et troisième constat, c'est la multitude de conventions internationales signées par les différents pays. Et là, en général, ces conventions donnent lieu à un certain nombre de projets, ça permet de mobiliser donc des financements. Et donc, on a affaire quelquefois à des solutions top-down, c'est-à-dire que des projets qui n'ont pas véritablement, je dirais, associé les acteurs sur le terrain. Et quatrième constat, enfin, c'est l'approche complexe que je dirais de réfléchir globalement et d'agir localement
Et effectivement, on voit que effectivement, dans ce genre de réflexion, c'est beaucoup plus les autorités ou les chercheurs qui sont impliqués à ce genre donc, d'exercice, alors que ceux-là même qui sont chargés d'appliquer donc, les actes sur le terrain sont loin des décisions. Alors, donc, ce constat appelle un certain nombre de questionnements, mais qu'est-ce que véritablement on applique sur le terrain en termes de développement durable? Comment on l'applique, où et avec qui? Voilà donc ce questionnement, et c'est ce questionnement qui nous a amené à effectivement s'intéresser donc à l'élaboration et la mise en œuvre donc, des plans locaux de développement au niveau du Burkina. Mais qu'est-ce qu'on entend par plan local de développement? C'est en réalité des guides d'action qui résultent d'une réflexion concertée entre les acteurs de terrain, je veux dire les groupes socioprofessionnels, les autorités communales et l'ensemble des services techniques donc, à l'échelle d'un territoire qu'on peut convenir ici donc, de caractériser donc, de communes. Et ce guide d'action doit répondre à 3 préoccupations. D'abord, c'est aider donc les résidents des collectivités à mieux comprendre les problèmes qu'ils vivent, de formuler donc des solutions pertinentes pour résoudre les problèmes, et enfin d'assurer un engagement effectif de l'ensemble donc, des acteurs pour la conception et la mise en œuvre donc, d'actions durables. Alors, pour apprécier donc ce processus, on a essayé de voir le lien entre ces pratiques de planification et le développement durable, en fait, appelle un certain nombre de questionnements. Et la première question, c'est quelle est la perception et quelle réalité les acteurs locaux ont-ils du concept donc, du développement durable? Je pense que ça, c'est un préalable si l'on veut réussir le processus sur le terrain. Et de façon pratique, comment ce processus se traduit-il dans la pratique de tous les jours en matière donc, de gestion du développement? Et comment, bon, bien sûr, lorsque nous parlons de collectivité dans ces milieux, il faut reconnaître quand même que c'est des milieux assez difficiles où la pauvreté sévit avec une certaine acuité et donc les gens ont un certain nombre de préoccupations et bien sûr en matière de développement durable, si nous partons du concept donc qui est plus ou moins accepté, c'est comment effectivement ces normes de durabilité sont prises en compte face aux réalités du terrain. Alors, pour répondre à ce questionnement, nous avions effectivement procédé à 2 exercices sur le terrain. La première a été d'aller directement sur le terrain et de collecter un certain nombre d'informations au niveau de 6 communes. Et la seconde approche a consisté à analyser les contenus des plans locaux de développement donc, de ces 6 communes-là. Et voici les premiers résultats. En termes de caractérisation du concept du développement durable, là déjà, c'est que en posant juste la question aux acteurs locaux, qu'est-ce que vous entendez par développement durable, indépendamment des problèmes vécus par les acteurs, sur le terrain, les gens caractérisent le développement durable par un certain nombre de critères. Et le premier critère ici de caractérisation, c'est l'amélioration des infrastructures socio-économiques de base, c'est-à-dire tout ce qui concerne la santé, l'éducation, la communication, l'eau potable, l'énergie et autres. Donc voilà le premier critère de caractérisation du contenu de développement durable. Le deuxième critère, c'est la gestion des potentialités naturelles pour répondre donc à des besoins propres et à ceux de leurs enfants. Vous voyez que là également, lorsque nous parlons de générations futures, là on commence déjà à hiérarchiser en fait les publics cibles. Et bien sûr, bon, quand on parle également de gestion pérenne des ressources naturelles, ce n'est pas pour répondre tout de suite, même si c'est un besoin, ce n'est pas pour répondre tout de suite à la génération future, mais c'est pour améliorer les conditions de productivité afin de pallier donc à l'insuffisance. Donc, quand on essaie de regarder un peu l'ensemble des critères que je ne vais pas parcourir, on voit qu'effectivement, il y a un certain nombre de préoccupations liées donc aux conditions donc, de vie des populations, notamment toutes les réponses à donner aux autres. Maintenant, en liant donc ce concept aux contraintes vécues par les populations au niveau des collectivités et en leur posant la question quel type de suggestions propose-t-il pour améliorer pour les conditions de vie et mettre en place
un processus de développement durable. Là, on peut également constater que les réponses ne sont pas si différentes de la caractérisation donc, du développement durable. Là également, vous voyez ici que la première suggestion, c'est l'amélioration de la qualité des services sociaux de base aux populations. C'est le renforcement des mécanismes donc, de mobilisation des ressources financières et c'est l'amélioration donc des moyens de communication, notamment tout ce qui concerne les voies de communication et la cohésion du tissu social. Alors, lorsque nous faisons l'analyse donc, de ces deux approches, il y a trois considérations qui ressortent au niveau de la perception et de l'acceptation donc, du concept de développement durable dans ces milieux. La première, c'est la priorité donnée à la satisfaction des besoins immédiats et des solutions aux préoccupations des générations présentes. Et là, il faut le noter, lorsque sur le terrain, nous avons tendance à dire les générations présentes et les générations futures, là sur le terrain, disons la qualification est claire. En parlant des générations présentes, on parle déjà des adultes. Les adultes, ce sont effectivement les parents qui sont là, qui vivent déjà des situations difficiles. Et ensuite, les enfants dont on n'est pas sûr qu'effectivement les conditions que les parents vivent vont permettre donc à ces enfants effectivement d'accéder à de meilleures conditions de vie. Bon, pour les générations futures, un producteur m'a dit sur le terrain, écoute, si nous avons une vie incertaine, on ne sait pas ce qui sera demain. Donc, pour les générations futures, en tout cas, tout dépendra des conditions de vie des populations actuelles. La seconde préoccupation, c'est l'importance donnée à la qualité de vie des générations présentes. Ça, je le disais, c'est tout ce qui concerne l'éducation, la santé, l'approvisionnement en eau potable, etc., etc. Et bien sûr, la troisième préoccupation, dans la caractérisation du développement durable par les acteurs, donc des communautés, c'est la lutte contre la pauvreté collective et la pauvreté individuelle. Donc, là, en termes clairs, un processus de développement durable accepté par les acteurs au niveau de ces communes devrait apporter des réponses pertinentes à ces trois considérations. Alors, mais nous ne sommes pas restés donc au niveau de la caractérisation, nous sommes allés sur le terrain pratique pour voir comment, dans la pratique, ces questions de normes de durabilité sont prises en compte. Et nous avons essayé de prendre trois aspects, c'est-à-dire la planification, la gestion des ressources naturelles et la fourniture des services sociaux de base. Alors, au niveau de la planification, en faisant une analyse des plans locaux de développement, on se rend compte qu'au niveau de la planification, l'accent est mis sur l'efficacité des actions entreprises en matière donc pour satisfaire donc tout de suite les besoins. Par contre, on note déjà qu'au niveau donc de cette planification, il y a une faiblesse des effets, je dirais négatifs des activités planifiées sur, par exemple, la durabilité donc des ressources naturelles. Également, on peut noter qu'il y a une absence de correction ou d'atténuation donc des effets négatifs pour accompagner le processus et en tout cas un certain nombre de faiblesses qui déjà au niveau de la planification ne peut pas assurer une durabilité des ressources naturelles. Alors au niveau de tout ce qui concerne la gestion des ressources naturelles, je vais dire sol, eau, végétation, et là également les actions qui sont portées sur le terrain c'est pour améliorer les systèmes de production et au contraire l'objectif d'aller vers l'amélioration des gains pose un certain nombre de problèmes sur le terrain, je dirais accélère le processus de dégradation des ressources et on peut constater effectivement que l'utilisation sans précaution des produits chimiques comme fertilisants et la coupe abusive du bois, etc., donc sont des facteurs qui accélèrent le processus de dégradation des ressources et de plus en plus effectivement dans l'objectif d'améliorer donc la productivité. Et on utilise certains produits chimiques tels que le mercure, le cyanure, surtout dans les sites, sites miniers qui sont en train d'accroître. Donc, au niveau donc le monde rural, en tout cas en ce qui concerne le Burkina Faso,
connaît une pollution de plus en plus inquiétante, c'est-à-dire surtout avec les sachets plastiques qui tapissent de plus en plus les terres agricoles et qui posent un certain nombre de difficultés sur le terrain. Malheureusement, ce qu'on peut constater, c'est que pour le moment, au niveau des collectivités, il n'y a pas véritablement de politique locale pour prendre en charge ces questions donc, de pollution qui sont occasionnées sur le terrain. Et là, par exemple, vous pouvez voir un certain nombre donc, de risques. Par exemple, vous avez l'eutrophisation donc, des plans d'eau. Hein, et par exemple, ça, c'est des déchets plastiques. Et il y a l'environnement qui est en train de se dégrader. Il y a tout le phénomène donc, de l'érosion des sols pour lesquels, véritablement, il n'y a pas de solution. Ce qui préoccupe les gens aujourd'hui, c'est comment produire assez pour nourrir ceux qui sont présents. Alors, en matière énergétique, on peut le constater, et là, je le disais tantôt, et lorsque vous prenez les porteurs des projets donc, de développement durable au niveau donc, de ces pays, le plus souvent, l'accent est mis sur les questions écologiques, sur les questions de préservation des ressources naturelles. Or, lorsque vous prenez la majorité des ménages, en fait, la ressource énergétique aujourd'hui est constituée par le bois de chauffe ou le charbon. Alors, sur le terrain, les gens sont clairs. Il n'y aura pas, en tout cas, en attendant d'avoir d'autres alternatives, il n'y a pas d'autre solution que, effectivement, de couper les arbres sur le terrain et, effectivement, de satisfaire donc ces besoins énergétiques. Alors que lorsque vous êtes du côté des services techniques, la tendance est de dire non, il ne faut pas couper le bois, etc. Mais ne pas couper le bois, qu'est-ce qu'on fait pour effectivement répondre à ces préoccupations sur le terrain? Alors là, par exemple, c'est une scène donc d'exploitation de mines d'or sur le terrain. Et vous voyez, je disais tantôt que un des producteurs disait que effectivement, la préoccupation, c'est comment satisfaire les besoins des adultes et des enfants. Vous voyez que tous les sites d'or aujourd'hui sont pris en otage par des jeunes qui, effectivement, bien sûr, il y en a qui sont partis à l'école, qui ont des diplômes, qui n'ont pas d'emploi. Donc, effectivement, ces sites d'or constituent aujourd'hui des choses. Et les techniques d'exploitation sont telles qu'effectivement, bon, ça crée des problèmes écologiques sur le terrain pour lesquels on n'a véritablement pas de solution. Mais pour les acteurs locaux, ce qui est sûr, si ces sites d'or peuvent apporter des ressources financières à même, effectivement, d'accéder à un certain nombre de nécessités pour améliorer les conditions de vie, en réalité, c'est ce qui va se passer. Alors, en matière donc d'exploitation agricole, on se rend compte également que là, la préoccupation, c'est effectivement d'améliorer donc la productivité. Maintenant, pour ce qui concerne donc la gestion de la ressource, il y a en tout cas un certain nombre de solutions à trouver. L'autre aspect que nous avons également, le troisième plutôt point que nous avons pris pour essayer d'analyser donc les pratiques donc de la mise en œuvre donc du développement durable, c'est tout ce qui concerne la gestion la fourniture des services sociaux de base. À ce niveau, comme ce sont les communautés elles-mêmes qui élaborent leurs plans, qui décident de ce qui va se faire, on constate effectivement que là, il y a un certain nombre d'acquis en matière donc de création, de renforcement des infrastructures, en matière donc d'augmentation des effectifs, etc. Et on pense qu'à terme, en fait, de telles actions peuvent avoir des impacts positifs sur l'amélioration des conditions de vie des populations et également peut permettre de développer d'autres activités non agricoles, ce qui peut à terme réduire la pression sur ces ressources-là. Alors pour conclure, je dirais simplement que cette analyse nous a renseigné sur un certain nombre d'aspects. Et le premier aspect, c'est que le niveau de vie des populations constitue un facteur déterminant dans la perception et l'acceptation du développement durable. C'est-à-dire que sur le terrain, cet exercice nous a permis de tirer la conclusion qu'il ne s'agit pas effectivement d'aller imposer des critères de durabilité en termes écologiques, mais qu'il faut tenir compte effectivement du niveau de vie des populations pour effectivement
déterminer donc ces critères de durabilité. Alors, il faut également se dire que le plus souvent, on a l'impression que les populations ne sont pas conscientes des effets que peuvent avoir leurs actions sur l'environnement, que ce soit l'environnement économique, l'environnement politique ou l'environnement social. Les gens sont très conscients, effectivement, des effets négatifs, mais comme ils le disent eux-mêmes, à défaut donc d'autres solutions alternatives pour préserver la ressource, effectivement, disons, au prix même de la pérennité donc, des ressources naturelles, on est obligé effectivement de trouver, de manger, et de boire, etc., et de s'habiller. Et là, il faut trouver véritablement donc, des solutions à ce genre donc, de préoccupations pour arriver vers des solutions de développement durable. Alors, ce qu'on peut retenir en dernier point, c'est que effectivement, les processus de décentralisation qui sont en cours, si effectivement ce sont des processus qui sont bien menés, je veux dire des processus où des pouvoirs réels sont transférés donc aux populations avec les moyens nécessaires pour agir, ça peut être effectivement des alternatives qui peuvent effectivement permettre d'aller vers des solutions plus performantes en matière de développement durable. Je vous remercie.